Bon, et là, on a installé les vergues Ça y est, de la voile. c'est enfin un vrai bateau. Il va bientôt avoir une voile dessus et tout. Après des mois sans voile, on va de nouveau retrouver sa vraie nature de bateau. L'option voilier, parce qu'il était troller. Puis troller même pas, et le bordel qu'on avait, il était ponton flottant le truc. C'était même pas troller. C'était une barge. C'était une barge. Il va falloir l'essayer, surtout qu'on veut l'essayer et puis on veut partir vite dans le Pacifique en fait. C'est pas, on fait pas un an et demi de test voir si ça marche et puis si ça va bien. Non, on fait quelques tests et puis ça marche, on va dans le Pacifique. Donc après, le Pacifique, il faut pas se planter. Mais j'amènerai quand même plein de bois, de manière à pouvoir refaire des vergues en mer bricolées pour pouvoir, si on venait à les péter, Avoir une sécurité. voilà, avoir une sécurité qu'on pourra refaire plusieurs fois les vergues avec les parties cassées, voilà. Avec des vis, voilà, on va pouvoir revisser dans le bois directement. On pourra se faire des antennes bricolées, mais on pourra se refaire des antennes autant de fois qu'on veut. Encore plus bricolée que celle-ci. Elles sont pas trop bricolées, celles-là, ça vient, elles sont collées à l'époxy. Non, c'est vrai que celle-ci. Les autres, elles vont être vissées, si on les répare, c'est vissé avec des vis. Celle-là, en fait, on a rabouté. On a rabouté des tasseaux de 45 par 45 de 4 mètres de long. On les a raboutés de manière à faire 8 mètres. Mais on les a doublés sur quasiment toute la longueur. Pour le mât, la partie antenne en fait, la partie qui monte contre le mât, elle fait 7 mètres. Et on a les 7 mètres entièrement doublés. Parce que sur la partie mât, j'avais besoin de plus de rigidité que sur la partie baume. Et sur la partie baume, j'ai besoin de 8 mètres. Et j'ai doublé sur 6. Donc j'ai 2 extrémités de chaque côté qui sont en simple et ça va travailler dans la flexibilité comme ça. C'était volontaire. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est assez solide surtout? Et assez souple en même temps. Et assez rigide. Assez rigide, c'est ça? Ouais. Assez souple, ça le sera. J'ai l'impression que c'est assez souple. Mais après, faire trop rigide, c'est très lourd ou très cher. Et c'est pas ce qu'il faudra. Enfin, on alourdira si c'est pas assez rigide de toute façon. Mais c'est vrai qu'on cherche à avoir quelque chose qui soit manipulable facilement. Voilà. Et c'est pour ça qu'on s'est limité à 20 mètres carrés de voile à l'avant. Et pour rattraper les 25 mètres carrés ou 24 mètres carrés qu'on avait avant, on rajoute une voile derrière. Parce qu'on manipulait plus grand. Sur une seule voile, ça devient sport. Et puis dès qu'il faut réduire et tout ça, c'est compliqué. Et puis on s'est rendu compte qu'avec 2 voiles, on était plus manœuvrant qu'avant. C'est-à-dire qu'on le fait virer de bord, même sans vitesse au départ. On peut lever maintenant les mouillages et choisir de quel côté on part. Au moment où l'ancre décroche, il suffit de border la voile arrière d'un côté ou de l'autre et ça nous fait tourner le bateau là où on a envie. Donc ça, c'est le côté hyper positif du système, des premiers tests. Après, on a vu qu'au portant, on avait des vitesses qui égalaient nos vitesses avec notre gréement traditionnel. Je pense même qu'on ira plus vite, parce qu'on pourra garder plus de voiles plus longtemps, mais parce que le centre de gravité est plus bas. Donc on aura un mât qui va travailler moins haut, donc on pourra tenir des voiles plus longtemps. On n'osera peut-être pas au début, mais on va pouvoir garder la surface plus longtemps. Mais ensuite, c'est voilà, c'est de la solidité, tout ça, on n'osera peut-être pas blender. Et le pré qui est l'inconnu, parce qu'on arrivait à faire du pré quand même. Avec les vols de test, on est arrivé à remonter au vent, mais les vitesses étaient vraiment pas folles. On était plutôt aux alentours de 3 nœuds. Alors qu'avec le Warham, remonter au pré entre 4 et 7 nœuds, on le faisait quoi. Maintenant, ça nous permet d'avoir la cabine en plus. Alors si on a fait un petit sacrifice au pré, tant pis. Sachant que le Pacifique, on compte le traverser vent arrière. Donc ça va. Et il faut quand même faire du pré parce qu'on n'utilise pas le moteur, très peu. On fait souvent du pré dans les baies, dans les sorties, dans les entrées de port. Donc même si on ne fait pas une vitesse de fou, si le cap et la manœuvrabilité est là, ouais. On s'en fout. Après, c'est sûr que je pense que la rigidité va nous faire gagner quand même ce qui nous a manqué un petit peu là pendant les tests. Mais à voir, ça va être la surprise. C'est la surprise. C'est vrai que là, ça fait un petit peu le point de tension culminante. Ouais, en fait, on arrive à la fin de tous les travaux
Et partout, tu te dis, ouais, ça va passer comme ça. Ouais, ça va passer comme ça. Mais ça fait beaucoup de ça va passer comme ça. Et tu te dis, pourvu que ça va passer comme ça. Ouais, c'est le moment où, ben, ça y est, le bateau commence à presque être renavigant. D'ici peu, il va être prêt au voyage. Ouais. Et ouais. Alors après, nous ici, le truc, c'est que dans la mer des Caraïbes, naviguer dans la période des alizés très fort, hein, ben, c'est pas top. La houle dans la mer des Caraïbes est terrible quand ça s'élève gros et que le vent est fort. On peut avoir de la houle croisée vraiment merdique. Du coup, l'idée c'est on va attendre une bonne fenêtre. On va pas partir n'importe comment. On va laisser peut-être les alizés se. Bah là, on en a pas eu beaucoup là ces derniers temps. C'était du sud, Ouais. les alizés du sud. Mais on va laisser les alizés. Le printemps arriver peut-être quoi. Vers mars, avril, les alizés vont se calmer. Ça sera peut-être une meilleure période pour la mer des Caraïbes. Sachant que mon objectif c'est de faire le Pacifique mai-juin. Parce que je pense que c'est la meilleure période au niveau. C'est pas encore la saison des orages cycloniques au niveau de Panama. Et c'est la saison où les alizés commencent à s'établir pour le Pacifique Sud. Du coup, ça permettrait de faire le moins de moteurs possible. Sachant qu'on a entendu des expériences de février, de gens partis tôt, mais qui ont fait sans vent, quoi, avec beaucoup de moteurs. Et nous, beaucoup de moteurs, ce n'est pas notre objectif. Et puis voilà. Oui, bien. Arriver avec un gréement polynésien en Polynésie sur un Waram, c'est quand même stylé, quoi. On le fait aussi pour la beauté du geste. Pour la classe. On le fait aussi, nous on est comme ça. On le fait aussi pour le style. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'on va faire. On sera vraiment dans le bon ton. Pour le coup, en plus, c'est un test. J'ai envie d'essayer ces gréements-là sur des longues traversées, pour les avoir essayés sur plein de petites navigations, plein de supports différents, le Pro encore ici, tout ça. J'aime beaucoup les voiles pince de crabe sur leur performance, mais c'est vrai qu'on a peu de retours sur les longues navigations. Il y en a qui l'ont fait, Hans Klar, son ancien Waram, c'était 2 pinces de crabe en catch comme on a monté là, mais pas sur des mabipos vraiment. Waram a fait sur les gammes ethniques plusieurs pinces de crabe. Il y en a plusieurs, mais on a peu de retours, peu d'écrits, peu de trucs. Puis nous on part carrément avec le Mabipod, comme ça s'était inspiré de certains bateaux. Il y a des Polonais qui font ça, mais aussi dans les îles Marshall, ils sont fabriqués un catamaran avec un Mabipod pour mettre un gréement pince de crabe. Du coup, nous c'était une obligation parce qu'on n'avait plus moyen De mettre un mât. Ouais, un mât simple Unique, tout à l'avant, unique à l'avant, comme ça, c'était compliqué. Parce que les plans du bateau n'avaient pas été prévus pour, et puis voilà, et puis il faut faire des changements, mais à moindre coût matériel et moindre coût de poids. Parce qu'on a essayé d'alléger, on a racheté une cabine d'alléger le reste. On avait un gréement qui était très lourd à la base, donc du coup on a quand même réussi la mission, je pense. Mais il va falloir, ouais, c'était plusieurs tests. Donc là on a en fait t'as plein de connaissances partout, plein d'inspiration, mais ramener à ton bateau tout est très différent. Donc c'est là que c'est le test. Puis on va se faire une idée nous-mêmes. Ça va nous faire on a 1100 000 de traversée de mer des Caraïbes, Panama, et puis 3800 000 de Pacifique. Du coup, ben, ça va donner un bon 5000 milles de tests, c'est bon. 5000 milles pour se donner des idées. Puis après, les navigations dans le Pacifique vont nous permettre aussi de tester le pré. Toutes les allures, voilà. Ça va nous permettre d'essayer de se récupérer des informations, d'avoir des idées sur ce gréement-là. Ça va nous faire évoluer et penser les choses différemment. Et puis voilà. Pour le prochain bateau, c'est ça, c'est ce que tu veux dire? Ou pour le prochain bateau, ou même pour la connaissance. Moi j'aime bien les vieux gréements et comprendre comment faisaient les anciens pour naviguer. Alors je l'ai fait beaucoup en voile latine. J'ai même beaucoup voyagé pour comprendre la voile latine. Et maintenant,
J'ai vu la voile des Caraïbes, entre autres, il y a l'Aïole et le Gommier. Maintenant, le rêve de toujours, c'est les voiles, les navigations du Pacifique. C'est quand même dans les navigateurs, on va dire, primitifs, ceux qui ont fait le plus de milles dans des conditions, on va dire, les plus, pas précaires, mais avec le moins de technologie moderne. C'est-à-dire que même quand James Cook est passé, ils avaient déjà le sextant, les clous, les gros bateaux, ils lestaient. À l'époque des Polynésiens, pas de clous, pas de sextant, pas de machin, avec des bateaux qui technologiquement étaient pensés différemment. Et du coup, c'est quelque chose qui est assez intéressant à aller voir. Du coup, l'idée d'y aller dans le Pacifique et d'aller voir des drouaves au Fidji, pourquoi pas, d'aller tester différents supports en Polynésie, mélanger à notre expérience, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas juste, nous aussi essayer en le montant sur notre bateau. Ça va nous permettre de se faire des idées, de comprendre des choses. C'est ça qui est sympa. Et voilà, de voir dans les navigateurs primitifs, les Polynésiens, qui est, je pense, on va dire, le sommet de l'évolution de navigateurs primitifs. Ensuite, nous, on a transformé les Européens la navigation en quelque chose de très scientifique, et ayant besoin de beaucoup de technologie et de moyens. Même les bateaux de l'époque, s'ils étaient en bois, il leur fallait de sacrées forêts pour en fabriquer un, et de sacrés champs de chanvre pour fabriquer les cordages, et pareil pour les voiles qui changeaient tous les ans parce que ils changeaient des milliers de mètres carrés de voile sur ces bateaux-là tous les ans. Donc c'était déjà presque une ère industrielle au moment où nous on construisait ces bateaux-là. C'était pas encore la révolution industrielle, mais les bateaux étaient faits sur des modèles de consommation de l'environnement énormes. On était obligé de planter des forêts. Je ne dénigre pas la technologie, mais ça demandait beaucoup de matériaux à côté, ce que ne pouvaient pas faire les Polynésiens. Ils avaient des petites îles dans un océan énorme. Leurs ressources en bois, en fibres, en matériaux étaient limitées. Le minerai n'existait pas, le minerai de fer, tout ça. Même si peut-être il y en a, mais trop petit. Nous, on exploitait des territoires grands comme leurs îles en mine pour pouvoir se faire des clous pour fabriquer les bateaux. Eux n'avaient pas cette technologie-là, n'avaient pas les champs pour le lin, machin, déjà, et ils fabriquaient des bateaux qui pouvaient traverser un océan entier. Ils étaient arrivés au maximum de ce qu'on peut faire en primitif. Et aujourd'hui, on parle de récession, d'écologie, tout ça. Eux, ils avaient déjà ce souci-là. Ils faisaient des bateaux avec ce qu'ils avaient sur leurs îles et donc pas grand-chose. Et ils arrivaient à faire des choses qui traversaient des océans à une époque où nous, on ne savait pas encore le faire. Et dans la navigation primitive, c'est parti un peu du sommet d'évolution et on va aller voir. Ça serait bien d'aller comprendre, découvrir. Pour regarder des vidéos, mais bon, ça j'ai jamais aimé, donc les vidéos ça aide, et puis après d'aller essayer par nous-mêmes, c'est mieux. Ouais, tu as déjà accumulé pas mal de connaissances là-dessus, puisque tu arrives à déjà en fabriquer. Donc c'est que... Je le fabrique pas de zéro, ça fait quelques années que je travaille sur des bateaux. Je me suis fabriqué un petit prao déjà quand on était chez nous. On a voyagé sur le Muaram, donc un bateau beaucoup plus près. Et puis j'ai quand même pas mal étudié les projets. Quand j'étais jeune, j'ai eu la chance de faire du prao des jeunes pour plusieurs projets et découvrir c'est quoi la navigation polynésienne. Maintenant, il faut continuer de rechercher pour éviter les raccourcis trop rapides qui sont du style les hommes partaient à la dérive sur des radeaux ou des catamarans qui marchaient pas et ils espéraient trouver une île au hasard. Quand même, ça fait beaucoup de... le Pacifique est immense, ça fait beaucoup de hasard pour tomber sur des îles. Et, du coup, redécouvrir la technologie permet de montrer qu'ils avaient déjà des connaissances beaucoup plus élaborées que ce que l'on veut bien croire. Et même de ce que l'on redécouvre. C'est-à-dire que ce qu'on découvre, c'est une partie infime. Après, il va falloir... ça va permettre d'avancer. Voilà, ça me fait plaisir de travailler là-dessus.